Pour la suite de nos échanges, nous accueillons Sandro Balducci pour une discussion transversale et une mise en perspective internationale de cette question des grands projets urbains, avec l'exemple de Milan, il me semble, et l'idée aussi de questionner certains outils des grands projets urbains, et notamment les outils relatifs au réinventer, donc qui sont propres à l'origine au Grand Paris et qui se sont déclinés sous la forme des Reinventing Cities, notamment à Milan. Donc je laisse la parole à Sandro. Il y aura après, je dirais, 5 à 10 minutes de questions. Petite précision toutefois, la présentation est en anglais. Et du coup, je vous demanderai, s'il y a des questions, d'essayer de les formuler en anglais, ou sinon on essaiera de traduire en direct, mais c'est plus compliqué. Voilà. Merci. Excusez-moi pour parler en anglais, mais je comprends assez bien le français, mais je ne parle pas. What I propose to do now, and thank you for inviting me, is first to present a couple of reflections about what I've heard during the day since when I arrived. And then to show to you some reflection about Milan. I try to keep it short because the day has been very long. The first point is that there are some elements of convergence about any reflection that has been done about great urban projects, which is not anymore, apparently, as we intend it in Europe, the central strategy of many cities. And according to what I heard, the reasons are economic reasons, political reasons, change in the public attention, not anymore competition as a priority, but maybe transition, the emergence of different priorities, and finally, even something which prevents to develop projects, like we have heard in Caen this morning. So the climate change is really preventing the development of those projects. So this is the first thing. The second one is that there is a need for enlarging the view, to go beyond the view of the urban project and to look at urban regions, interconnections, between the city and the surrounding, even in Grand Paris this morning. And the third point is that since, as it has been said, nothing happens as it is planned, we need something more flexible in terms of our capacity to deal with uncertainty. And this means that, for example, all the forms of informal kind of planning that has been presented, even recuperating some old instruments, as it has been said for Exane. It is much more open to change. It is much more able to deal with uncertainty, because the urban project is, generally speaking, a blueprint, while we need something which is much more open, much more capable of dealing with the uncertain change. And then the final general observation is that we have had a very important reflection in the last years by Bruno Latour, for example, or by Jeremy Rifkin, about the need, if we wanted to change the planet and to change our civilization, we needed to return to the place. We needed to restart from the terrestrial, says Bruno Latour. And in this, I think that all what we have heard in the afternoon has been a way of moving in that direction, while the old idea of the great urban project is not very much linked to this idea of reconstructing bioregions or a new relation and a new kind of agreement with nature and with the surrounding. And so I mean that this is probably also another reasons why in this difficult period of many transformation,
probably we need to move in another direction rather than that. Okay, so then very quickly a few reflections about the situation of Milan. Milan is, I know, I'm sure you know, is a 1.4 million inhabitants in an urban region of 5 to 7 million inhabitants altogether. It has been a place, the most dynamic city in Italy, and it has been a place of many, many great urban projects. Particularly because of the reuse of the industrial sites, which were extended in the city. And the city has been able to develop many private important projects during the year. If we, for example, we started from the Pirelli factory that has been substituted by the Bicocca project, which has been the first one, but also the last one who has been this big project, Porta Nuova, that has been able to redesign all the skyline and to propose another centrality in the city, and it has been quite an important project. Today, they are not anymore in the agenda, or we have 3 big urban projects that are in the agenda, but they are in some way the legacy of the past. The first one is the most important project for the city, which is the reuse of the railway yard that has been once within the city, and the railway company has developed a development company and has tried to develop in a very traditional way new projects, promising to the administration some additional benefits compared with the normal kind of transactions, but which in any case have sought to valorize for corporate purposes an heritage which is on the end a public good. And in the past this was not considered, and so now we are facing a project which is a kind of old traditional urban project, important but very much discussed. These are the areas which are inside the city. The railway yard are very important. The second big project is the redevelopment of the former World Expo in 2015, which initially had received a very important public investment and showed a great difficulty in being reused until when the national government decided to put more investment, funding a very important technological hub, the Human Technopole, the transfer of one of the most important university, the State University of Milan, and then to concede a concession for 99 years to private investors, and then there has been a competition. Lend-Lease, an Australian company, won the competition, and now it is going on, and there is some implementation. But again, you see that there has been a very important public effort in order to launch this intervention. Then this is the master plan of Lend-Lease for this great urban project. Then there is another area, the last one, Santa Giulia, which began about 40 years ago, and despite the many changes in the ownership and the involvement of great architects, Norman Foster, Chipperfield, Cucinella, who designed the project, have redesigned the project to take off at the right time, and they didn't, and remained exposed to continuous renegotiation, reduction, redefinition of the reference market. So it can be said that in all the cases, the feasibility of the large-scale projects are mainly linked to a substantial public intervention, almost like a revitalization of the project, the struggle to find their raison d'etre in their place. As with the Expo, also Santa Giulia, which is this one, the abandoned industrial area,
and the railway yard are starting to be realized due to the Olympic Village and to the Olympic Stadium for the Milano Cortina Olympics 2026. And so again, we have to see that these are somehow kept in life through this kind of public intervention. So what are the reasons for these difficulties and what are the prospects? First, there is the difficult economic situation. The crisis 2008 to 2012 in Italy was very severe. Then the COVID, then the wars in Ukraine and the Middle East, and the resulting international instability. Lend-Lease, who won the competition for the Expo site, a large Australian operator decided about 10 years ago to invest in the Expo area and in Santa Giulia, the largest brownfield in the city, and has decided now, in this uncertain situation, to withdraw its investment in Europe, and in particular in Milan, and to refocus in Australia, which is much more stable. And it is therefore seeking to close and exit the operation, to implement them, but then to try to close it, instead of investing in the longer run for generating income and for keeping the property of the areas. The impact of COVID is another issue. It has been particularly severe with regard to the development of the office properties and estates. The employment model has also changed to the development of remote working. Some office buildings are empty in Milan. New projects are being called into question due to the uncertainty about the demand. And the development such as iconic building like the one of City Life that you may have heard about, towers designed by Libeskind, Zadig, etc. And they have been rebought by the developers, the insurance company that developed the area, instead of putting them for selling. So then there is another reason, which is the development of e-commerce. After having caused the crisis of small-scale retail distribution, also the large-scale distribution is in crisis. In Milan, as in other cities in Europe and in the US, some of the largest shopping malls are being forced to close. Others are in serious difficulties, and the plans for the new large-scale project in this sector remain on paper. In Milan, there is a very important case, the Westfield Milano commercial mall, which was supposed to be the largest shopping center in Europe. They invested 150 million for infrastructure that they already did, and then they decided not to do that. In essence, the traditional composition of many large projects in the past, consisting of shopping centers, office building, facilities, and residences, has lost two of the four pillars on which it rested. Interest in residential projects still remains, but difficulties are also encountered in this area. The city is more and more aware of the major housing problem, but the houses that are lacking are not those that are produced by the development sector. They're housing for rent, affordable prices, and they are still, there is still a demand from Italians and from investment funds, but they do not address what appears to be the main problem nowadays in the city for the city's success, for its dynamism, and its functioning, which relies also on affordable prices, essential workers, new young people. You know, Milan has been growing 100,000 inhabitants in the last years, so it continues to be attracting, but the problem of housing is becoming a big problem. So basically, large-scale urban transformation projects are in difficulty and need to be reorganized, carried out in stages, reduced in size, composed of intervention with a variety of functions and operators, capable of taking advantage of specific situation and opening up to local social demand that is less economically interesting,
and has therefore been neglected in the past, but is now becoming more relevant. Public investment to revive large projects are discussed and disputed because for reason of spatial justice. It is significant that the administration, it has been just cited, has embraced this idea of reinventing city through the C40 association that took the idea from the Inventing Paris. And we have done it in 4 editions. And these are medium or small scale operations that are able to anticipate a whole series of feasibility and meaning issue for the city. But another important point is the attempt of the city to try to respond to the affordable housing problem. And they tried to find areas within the city, which is very densely used, in order to allow the development of some affordable housing and public housing institute. 10,000 homes is the project, and now the attention is directed in this direction. So the public administration itself is downscaling and trying to move away from the idea of big projects and what can be gained by planning gains in these big projects, and instead is engaged in local study areas, in neighborhood projects, and the like. Perhaps even in Milan, it can be said that the season of large-scale projects has reached a turning point, with the city's success seeming less linked to large-scale projects than to the need to address major issues like housing, transition, climate change, and spatial justice on a scale that is no longer limited to the central city alone. And this is another issue. The concentration of large-scale projects in the core city has shown also a number of negative consequences: congestion, tension between inhabitants and city users, rising prices, pollution, and the means of planning at the scale of the real city in its regional dimension. So many problems that catch the new attention of the public administration and the public opinion cannot be dealt with at the scale of the core city, from affordable housing to environmental issues and the rest. So 2 parallel moves seem necessary, and this is my last sentence. Raising our gaze and measures at the urban regional level, and lowering our gaze to the demands and to the action that come from below. Neither move seems consistent with the logic of the grand urban project of the past. Neither looking at the urban regional scale, nor trying to use the resources that comes from below and that we have seen in the afternoon in many presentations. So thank you for your attention. Qui est 1, 2. Oui, vous m'entendez là? Est-ce qu'il y a, oui, voilà, 1 ou 2 questions de compréhension, et puis, enfin, ou qui peuvent appuyer, et puis après, on passera à la discussion plus générale qui peut revenir aussi sur des éléments internationaux, puisque c'est le seul éclairage qu'on a eu, mais on peut en convoquer d'autres dans la discussion transversale. Ça ira quand même. Grazie. Thank you for this very interesting contribution. I think that the question in Milan, and Milan is a quite strong and attractive city. It's also a question we have to deal with in many metropolises. And if I only take the example in Greater Paris of office blocks and office towers, after COVID and with distance working, we now have plenty of offices which are empty. Either they are supported by financial funds, they are nothing to see with economic real activity, and they can go on and on, we don't know till when,
or they are not supported by financial funds, and it's a big problem. What are we going to do with this? So just to go back to the Grenoble vision, I think, and it's well shown when you mentioned the different scales, that we need to take into account what we can do in planning at different scales, and trying to avoid kind of fashion effects, which makes that within 10 years we have to repair things. Just a mention of commercial city planning, you mentioned that. In France, Westfield is extremely powerful, but it's impressive to see that even in Milano, they can be in trouble. Thank you. If I may comment this just a second. Saskia Sassen has been doing a research about these empty buildings around the world, particularly in London and in New York, observing that for many buildings that are empty, they are considered like a financial asset, so that they just exchange even if they are empty without considering the fact that they are empty. And this is one of the danger of the situation, because we may become something like Dubai, where they have been investing and buying and selling, but then nobody is there. And this is the death of the city. On the other hand, there is a lot to do in terms of how can we rethink these empty buildings for office space, and also for the commercial mall, which is a new problem. And probably this connection with the local demands and movements and the problem of housing and the resources that come from below can be at least a very weak signal of something that can help in rethinking the cities, particularly for dealing with this big problem. Merci, thanks a lot. Je vous propose maintenant de passer à la dernière séquence de cette journée. J'appelle Marie-Christine Jaillet, qui est notre coordinatrice des responsables scientifiques nationaux, à nous rejoindre. Merci, thanks a lot, Sandro Balducci, for this perspective. And we might have pursued this discussion also in the last moment. C'est là. Eh bien, bonjour à chacune et chacun. Alors, c'est une longue journée. Je ne suis pas sûre qu'il nous reste beaucoup de temps pour discuter. Je vais essayer de tirer quelques fils de ce qui s'est passé toute la journée par rapport donc au programme PopSud Transition. Mais j'allais dire d'autres ici que moi pourraient être par là, en particulier, voilà, Daniel, et puis bien d'autres. Donc si moi je suis obligée de partir, vous prendrez le relais, et peut-être que ce serait mieux que vous veniez d'emblée. Voilà. Alors d'abord, il me semble qu'il faut revenir un tout petit peu sur le séquençage de ce matin. Il me semble quand même qu'avant ce qui a été décrit ce matin, ces grands projets urbains, il y a quand même une phase d'intervention forte sur la ville qu'on a appelée la rénovation urbaine, qui a consisté quand même à détruire un certain nombre de quartiers anciens pour moderniser la ville. Opérations qui ont fait l'objet de luttes urbaines et qui ont été fortement contestées. Ça vaudrait le coup quand même de revenir sur le passage entre cette phase-là et puis celle qui a été décrite ce matin. Parce que c'est peut-être pas... Alors, il y a des éléments qui ont été donnés ce matin, mais je pense que ça vaudrait le coup de revenir dessus. Deuxième observation, je trouve, moi, que ce matin, par rapport aux questions, effectivement, qui ont été posées dans le programme PopSud Transition, en particulier par Daniel, c'est-à-dire cette idée des cycles. Il me semble que ce matin,
le cycle grand projet urbain a été bien caractérisé. En tout cas, il y a un travail de caractérisation, moi, qui m'a apparu assez clair, à la fois sur ce que l'on cherchait à faire, donc je ne reviens pas, réinscrire un certain nombre de grandes villes dans les projets de développement à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, renforcer l'attractivité, enfin, etc., etc. Je ne reviens pas là-dessus, avec des effets qui ont bien été aussi, à mon sens, analysés, l'élargissement de la scène des acteurs, le changement de culture, changement d'intervenants. Tout ça, je trouve, a permis vraiment d'avancer. Et je trouve que c'était intéressant aussi que soit dit ce matin que ça n'avait pas complètement disparu, qu'il y avait des traces qui restaient. Alors, des traces dans la manière dont des milieux professionnels se sont structurés, mais aussi une mise en perspective qui, dans les projets actuels, n'ont pas complètement disparu. Donc je pense que ça vaut le coup de creuser cette idée des traces que ces grands projets urbains ont laissées ou laissent, même si il est clair qu'on a changé de période. Donc cette idée des cycles me paraît effectivement validée. Une observation quand même, enfin 2 observations. Finalement, dans les éléments qui ont été avancés pour expliquer l'arrêt de ces grands projets urbains, un certain nombre de choses ont été avancées, bon, changement d'univers, changement d'enjeux, etc. Il y en a un, il me semble, qui mériterait qu'on y revienne un peu, c'est les effets sociaux de ces grands projets urbains. Johan Millot, ce matin, disait, dans le projet de Mauroy, il y avait bien sûr Euralille, mais il y avait aussi requalifier le centre ancien au nom de la solidarité. Je pense que cette question-là, donc effet de gentrification, effet du renchérissement des marchés immobiliers, etc., a peu été abordée. Ça vaudrait le coup de revenir dessus. D'autant que, alors, la cloisonnement de nos modes de raisonnement, y compris à nous chercheurs, on était sur la période 80-2010, donc y compris, vous l'avez dit aussi, en introduisant un séquençage sur cette période-là, bon, période d'effervescence, etc., et puis rigidification, routinisation, etc. Mais parallèlement quand même, il y a ce qu'on a appelé des grands projets de ville. Je rappelle, 1999, 56 grands projets de ville censés traiter autrement que par la réhabilitation les grandes cités HLM, les grandes ZUP, etc. Quel rapport et quelle articulation entre les deux? Je pense que ça vaut le coup vraiment d'y revenir sur cette question-là, d'autant que ça reste une question d'actualité aujourd'hui, parce que parallèlement à ce qu'on voit bien, c'est-à-dire un changement de monde, je rappelle que les grands projets de villes devenues des PRU, eux continuent leur course, mais sont aussi, j'allais dire, fracassés d'une certaine manière, en tout cas réinterrogés dans leur fondement, démolition, reconstruction, par les enjeux de transition. Donc il me semble que nous aurions tous intérêt à se poser la question de l'articulation des deux, parce que là, on est vraiment sur 2 lignes à la fois, alors d'acteurs, mais aussi de chercheurs qui travaillent en parallèle, mais qui finalement ne réarticulent pas ces 2 champs de l'action publique qui se perdent quand même en même temps. Ça vaudrait le coup quand même qu'on remette cette question-là en débat. Alors, pour autant, les grands projets urbains, alors on pourrait dire les grands projets urbains de petite taille n'ont pas complètement disparu du champ de l'action publique. Quand on entend dans le programme POPSU Transition un certain nombre de métropoles, entre guillemets, de petite taille, certaines s'appelant les métropolettes, ce qui est un joli vocable, on voit bien que la question de l'attractivité n'a pas disparu. Et si elles sont effectivement confrontées aux enjeux de transition, elles restent néanmoins aussi soucieuses de leur attractivité et de rester au fond dans la ronde des métropoles qui comptent. Voilà. Donc on n'en a quand même pas tout à fait fini avec. Alors pour autant, on voit bien que quand on passe de la matinée à l'après-midi,
on change vraiment de registre. Et je voudrais, moi, reprendre l'expression de Charles, transition socio-écologique, sous-entendu, cherche projet. Et il faut ajouter dans un monde incertain, ce qui a été dit fortement ce matin par l'élu de Caen. Et je crois que là, dans les exemples qu'on a vus, y compris ce matin, donc sur le propos de Daniel, montrant le changement d'échelle aussi du grand projet du Grand Paris, dans les propos sur la Seine aussi, enfin, le grand projet de l'axe de la Seine, quand on voit à Caen la rupture et l'arrêt d'un projet, quand on voit à Nantes l'évolution, la bifurcation du projet urbain, quand on voit le souci d'une autre dimension du projet urbain, qui est celui du quotidien et du bien vivre, j'y reviendrai. Et puis quand on est face au renversement de perspective à partir de l'exemple de Grenoble, pour le moins, on a changé d'univers. Enfin, ça, c'est absolument indéniable, et qu'on voit bien que ce qui se joue aujourd'hui, c'est pas simplement la climatisation du projet urbain ou la climatisation du grand projet urbain. C'est vraiment tout autre chose. C'est un changement de paradigme. On voit bien aussi qu'il y a un temps, le temps dans lequel on est, qui est peut-être un temps de transition, c'est un temps d'expérimentation, et on ne peut pas dire qu'il ne se fait rien. Il se fait beaucoup, et on est bien dans le temps de l'expérimentation. De là à pouvoir définir ce qu'est le cycle qui s'enclenche, évidemment plus difficile. Alors indéniablement, c'est un temps qui appelle d'autres savoirs, d'autres expertises, un changement de référentiel. Enfin, ça, c'est clair. Et je pense qu'il y a effectivement dans le programme POPSU Transition un certain nombre de réflexions sur ce qui se passe du côté des professionnels. Après, Laurent l'a rappelé, qu'on ait bien vu au niveau de l'organisation politique l'arrivée effectivement d'un certain nombre de nouvelles délégations et vu également dans les services une transformation de l'organisation des services qui témoigne bien évidemment de la nécessité de faire autrement face à de nouveaux enjeux en régime d'incertitude, j'ajoute. Sur la question de la renaturation, alors on pourrait dire ce qui se joue tourne autour de cette question de la renaturation. Alors la renaturation, qu'on soit clair, c'est pas le verdissement du projet urbain. Quand on a entendu ce qu'on a entendu cet après-midi et ce matin, on voit bien qu'on est sur des enjeux d'une toute autre nature pour le coup. Alors, je voudrais revenir sur quelques éléments. D'abord, il y a l'échelle qui a été développée à propos de l'exemple de Marseille, qui est l'échelle au fond du quartier, du quotidien, du bien vivre, voilà, de la ville hospitalière, du prendre soin. Et on avait déjà dans le programme POPSU précédent bien identifié que la question de l'attractivité pour les métropoles aujourd'hui, elle se pose autrement. C'est pas le grand projet urbain, c'est comment effectivement faire que on réponde à la nécessité d'offrir des conditions de vie dignes et du bien vivre et à toutes les couches sociales de la métropole. Donc là, on voit bien que l'attractivité, c'est aussi ça aujourd'hui. Et on voit bien qu'effectivement, ça appelle à retravailler, désartificialiser, réintroduire effectivement la nature, repenser le quotidien. Donc il y a bien cette échelle-là, qui est l'échelle effectivement du prendre soin, de l'hospitalité, et de l'attractivité revisitée par les enjeux actuels. Deuxième échelle, il y a bien celle de l'agglomération, et on voit bien dans un certain nombre de grandes villes ou de métropoles aujourd'hui l'irruption du grand paysage comme élément pouvant participer d'un grand projet, alors d'un grand projet urbain à forte dimension paysagère. Donc on l'a vu sur Nantes, on le voit sur Toulouse, on le voit à Marseille, etc. C'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui le grand projet urbain
il peut aussi s'appuyer sur des éléments qui sont effectivement, alors pas simplement la trame bleue d'avant, mais effectivement le grand paysage, pas simplement comme un élément de nature, mais bien aussi comme un écosystème intégrant effectivement le vivant. Et puis il y a l'échelle introduite, alors à la fois par le propos de Daniel ce matin, par le propos sur Nantes, par le propos évidemment axe Seine, par le propos de Charles, c'est-à-dire la nécessité aujourd'hui d'introduire des échelles dans la réflexion sur le projet qui sont des échelles d'une toute autre nature que celles sur lesquelles les métropoles travaillaient jusque-là. C'est pas l'échelle du quotidien, c'est pas l'échelle de la ville, c'est pas l'échelle de l'agglomération, c'est pas l'échelle de l'institution métropolitaine, c'est pas non plus simplement l'échelle de la métropole et de ses voisins, c'est l'échelle du grand territoire. Alors du grand territoire de la géographie, du grand territoire de la bio-hydrogéographie, le grand territoire de l'écosystème. C'est-à-dire, effectivement, tu parles de réencastrement, on a beaucoup utilisé le terme d'atterrissage, voilà, des métropoles dans ce milieu-là, qui oblige effectivement à penser le projet autrement. Sur la base, je pense qu'il faut le rappeler aussi, quand même, du constat d'une vulnérabilité des grandes villes et puis d'une interdépendance de ces grandes villes avec des ressources qui sont hors de leur territoire. Alors, on a beaucoup parlé de l'eau, mais on pourrait parler de l'énergie, on pourrait parler de l'alimentation, on pourrait parler des matériaux, etc. C'est-à-dire introduire aussi les enjeux de sobriété, les enjeux de la nécessité de gérer effectivement des ressources avec d'autres que soi-même ou les proches. Et là, par rapport au débat de ce matin où on voyait bien que l'étape des grands projets urbains avait élargi le cercle des parties prenantes, là on voit bien qu'on est à une autre échelle d'élargissement des parties prenantes. Alors, du côté public, du côté privé, ça a été rappelé par Jean, avec effectivement l'irruption de collectifs, l'irruption d'acteurs qui étaient jusque-là hors champ. Rappelait les autorités portuaires, on peut rappeler les syndicats des agriculteurs quand on est sur les enjeux d'alimentation, les agences de l'eau, l'ensemble des usagers de la ressource de l'eau, etc., etc. Et ce qui est intéressant là, par rapport à l'observation que faisait Laurent tout à l'heure, veillons au discours que nous tenons et aux mots que nous utilisons. Alors là, c'est très intéressant par rapport à la question de la gouvernance, parce que les mots qu'on utilise, c'est entente, alliance, conférence, coopération, dialogue. C'est dire la difficulté à organiser effectivement par rapport à cette échelle de projet la gouvernance. Et on voit bien que du côté des grandes villes et des métropoles se développe aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler une diplomatie de l'interterritorialité, où il faut effectivement apprendre à échanger, à dialoguer, à négocier avec d'autres, dans la diversité des statuts, mais dans la diversité aussi des représentations territoriales. Alors ça mérite qu'on s'interroge quand même sur ces termes, entente, alliance, conférence, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une forme d'euphémisation des conflits d'intérêts, des rapports de force et de questions qui sont aussi éminemment politiques, c'est-à-dire comment on organise des conditions d'exercice d'un pouvoir politique à ces échelles-là, qui n'ont pas de légitimité démocratique aujourd'hui, et qu'il faut bien néanmoins conforter ou en tout cas organiser. Alors, ce qui amène évidemment à un autre enjeu, qui est l'enjeu démocratique. Bien évidemment que quand on est aujourd'hui sur ces réflexions autour du projet reconfiguré par les enjeux de la transition, on ne peut pas faire l'économie de la manière dont... Alors, dans POPSU, on dit embarquer, enrôler. Enfin, voilà. Là aussi, il faut veiller à la question des termes que nous utilisons, les habitants, les usagers, les citoyens, qui ont aussi une capacité d'irruption
voilà, sous des formes qui ne sont pas les formes classiques et qui ne répondent pas au cadre de la participation telle qu'elle se développe ou telle qu'elle s'est développée, bon, qui pose effectivement là aussi la question de la légitimité démocratique de ces modes d'intervention et de ces modes irruptifs parfois d'intervention des citoyens. Il y a un exemple, alors on n'est pas sur les projets urbains, mais il y a quand même un exemple qui mérite aujourd'hui d'être regardé de près, c'est le projet de la 69, Castres-Toulouse, où on voit bien là la confrontation de deux légitimités. Voilà, la légitimité des collectifs qui s'opposent à ce projet-là, sur des raisons qui ont de la consistance, hein, évidemment, et face à cette légitimité-là, la légitimité des élus, avec la question des temporalités dont on parlait, c'est-à-dire la question là, la temporalité au regard des enjeux de la transition, évidemment, réactive, ce qui a été dit ce matin. Trois observations pour non pas conclure, hein, mais pour alimenter le débat. On a beaucoup été sur les questions quand même de la transformation, de l'évolution des projets sur, on pourrait dire, la grande agglomération ou la partie agglomérée des métropoles. Et on voit bien là que la nécessité de renaturer la ville et la partie la plus dense de la ville pour répondre aux besoins de la lutte contre le réchauffement climatique, aux besoins aussi de rendre la ville vivable et habitable pour ses habitants compte tenu des effets îlots de chaleur urbains en particulier, peut ne pas permettre demain de répondre aux besoins, aux nouveaux besoins, en particulier en logement ou en équipement, tant qu'on est dans un cycle qui, à ce jour, n'est pas fini, d'attractivité démographique des grandes villes. Alors on peut dire, ça pose une autre question, qui est celle d'un meilleur équilibre du développement et d'une répartition de la croissance démographique autrement, à d'autres échelles, qui posent des questions de revenir à des politiques d'aménagement du territoire. Mais bon, on n'est pas, on n'est plus dans les années 60. Le contexte, pour le moins, a changé. Et du coup, il y a un espace dont on n'a pas du tout parlé ce matin, ou des espaces dont on n'a pas du tout parlé ce matin. Et Dieu sait que dans le programme POPSU Transition, on en parle beaucoup. C'est les espaces de la périurbanisation. C'est-à-dire, c'est l'idée quand même que le devenir ou le destin, à l'heure des transitions des villes, se joue là. Et comment, dans ces espaces-là, apparaît, se construit du projet. Là, on en a peu parlé. Or, je rappelle quand même que c'est des espaces qui ont été plutôt disqualifiés, qui ont plutôt été en dehors de toute réflexion sur les projets urbains, considérés comme n'étant pas de l'urbain, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, ils suscitent de l'intérêt et de l'appétence, et que la question de la manière dont on peut construire là du grand projet à l'heure des transitions, répondant aux enjeux dont on a parlé largement, équilibre, sobriété, etc., mais tout en répondant aussi aux besoins d'hospitalité, pour reprendre ce terme-là, est quand même une question vive. Bon, dans le programme POPSU Transition, on voit bien qu'elle l'intéresse beaucoup. Voilà. Et que là, il y a des espaces qui retrouvent de l'intérêt autrement que sur le mode de la disqualification. Et puis, bien sûr, reste, au final, on pourrait dire, les deux questions posées, entre autres, par Daniel à la fin de son propos. C'est quelle stratégie? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans un moment où on expérimente, où on ne peut pas dire qu'il ne se fait rien, alors peut-être pas à hauteur des enjeux, peut-être pas aussi vite que nécessaire, etc. Mais de fait, il se fait. Pour autant, ça ne répond pas à la question quelle stratégie, au-delà des projets de renversement, y compris de perspective, c'est-à-dire y compris là où la perspective est renversée. Pour autant, ça ne structure pas aujourd'hui une stratégie métropolitaine de développement
à l'ère de l'Anthropocène et de la nécessité de la transition socio-écologique. Et ça pose une question, effectivement, qui est celle du récit. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce récit, on ne l'a pas, même si on voit dans un certain nombre de propos qui ont été tenus l'embryon de ce récit-là, à la fois sur l'axe Seine, à la fois sur Nantes et à la fois effectivement sur Grenoble. Et puis ça laisse aussi en suspens une autre question qui est celle de quelle place ou quel rôle pour les métropoles à l'heure effectivement de ce changement non seulement de paradigme, mais d'horizon pour nos sociétés. Voilà. Provisoirement, voilà. Parce que c'est quand même un exercice. Peut-être juste peut-être un mot, Marie-Christine, sur la suite de 2026. Ce que je peux dire, c'est que par rapport au débat dans le programme PopSu Transition, ça invite à poursuivre évidemment la réflexion et à aller vers un projet qui est à peine préfiguré, qui est l'idée d'enjamber la période des élections, voilà. Mais à l'horizon 2026, octobre, novembre, décembre, remettre probablement sur la table cette question-là, quel futur ou quelle place, enfin quel futur pour les métropoles et quelle place pour les grandes villes à l'heure de la transition socio-écologique. Enfin, on voit bien qu'on a la matière à revenir sur la question des cycles et à se poser un peu la question de qu'est-ce qui caractérise le cycle dans lequel on entre. Merci beaucoup Marie-Christine. On arrive sur le programme au terme du temps qu'on s'était donné, mais ça nous a coupé un petit peu le temps d'échange. On peut peut-être prendre quelques réactions, dernières réactions, questions s'il y en a, pour ne frustrer personne. Mais voilà, je vous vois tous aussi un peu fatigués par la fin de la journée, donc c'est pas grave. Daniel, une réaction ? Pour une fois, être complètement en phase avec ce que dit Marie-Christine, parce que je pense que peut-être que cet après-midi, on a peut-être trop référé le basculement à la question de la transition et de la place de la nature, etc. Je partage complètement ce qu'a dit Marie-Christine. Il me semble qu'une des questions de la bascule d'un cycle à un autre par rapport aux grands projets urbains, c'est plus globalement la question des vulnérabilités métropolitaines, avec un S, vraiment, à vulnérabilité, dont la question sociale, quoi. Et que du coup, si on pose, c'est une hypothèse, mais si on pose cette question des vulnérabilités métropolitaines, comme peut-être le facteur premier de changement, ça ouvre la réflexion à des questions qui ne sont pas simplement des questions de changement de référentiel, mais aussi de changement de mode de faire, de changement d'approche. Et c'est un petit peu, ce qu'on avait voulu évoquer avec le cas marseillais, c'était compliqué, eu égard au contexte politique très tendu, etc. Mais ce que disait tout à l'heure Jean-Louis, quand il avait dit de manière très en observateur extérieur, en visiteur, il y a d'un côté Euromède, et de l'autre côté, ce qui se passe avec la SPLA, le plan école, etc. Pour nous, enfin, puisqu'on accompagne avec le PPA, etc., c'est complètement ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'il y a deux modes de faire aussi. Il y a vraiment un changement de cycle. Et on aurait pu peut-être aussi sur Nantes, tu vois, le poser davantage entre l'île de Nantes et puis ce qui se passe aujourd'hui, enfin, dans les schémas sur le fleuve, etc., où cette question de la vulnérabilité, elle oblige, par exemple, à changer, je dirais, le processus même de transformation urbaine. C'est-à-dire qu'on voit bien comment dans les grands projets urbains, en gros, justement, la question de la transformation, elle était clé, avec une espèce, on restait encore quand même dans la vision des architectes, etc. On se fixe un grand objectif qui est en rapport, ce que rappelaient Xavier, Jean-Louis, etc., avec la vision métropolitaine, et puis on fait une espèce quand même de rétro-planning, etc. Là, aujourd'hui, je pense que quand on pense à la question des vulnérabilités, on est obligé de penser de manière beaucoup plus
interactive les questions de la réparation et les questions de la transformation, par exemple. Et que ça change complètement la façon, enfin l'agir métropolitain, pour reprendre cette... Voilà. Et c'est des choses comme ça qui me semblent qu'on pourrait continuer à creuser pour vraiment donner de la consistance à cette notion de changement de cycle. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. On pourrait développer, hein, mais c'est un nouveau séminaire ou un nouveau colloque qui permettrait ça. Mais voilà, je propose de parler de vulnérabilité avec un S, déjà dans un premier temps. Mais ce qui suppose, enfin bon, là tu prêches une convaincue, hein, évidemment, mais ce qui suppose quand même de réintroduire plus fortement dans le programme la question sociale, parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on voit bien effectivement la manière quand même dont dans les années 80 à 2010, il y a deux lignes effectivement qui ne se rencontrent pas, même si c'est intéressant de refaire l'histoire de la tentative de les concilier, on peut le revoir ça. Mais effectivement, moi je partage absolument le point de vue qu'il y a à la fois à réparer et à transformer, qu'il faut effectivement le penser à partir des vulnérabilités, étant entendu que la vulnérabilité, c'est pas simplement au climat. Voilà, c'est aussi la vulnérabilité sociale. Et effectivement, il faudrait pouvoir reprendre tout ce qui se dit actuellement sur la crise du logement, sur le phénomène aussi de la migration, c'est-à-dire de la nécessité pour les grandes villes de continuer à être des lieux d'accueil, de transit et de passage, compte tenu de ce qui se passe à l'échelle de la planète. Enfin, je pense qu'effectivement, il faut absolument articuler ces deux éléments-là. Et c'est, je trouve, pour ma part, un beau projet pour un rendez-vous novembre 2026. Voilà, on a même un mois précis, donc voilà, prenez date. Bon, en tout cas, en 2026, après les élections. Merci beaucoup pour cet échange et cette conclusion qui nous invite à poursuivre et à continuer d'échanger. Il n'est pas prévu directement d'autres ateliers nationaux directement sur cette question dans PopSud Transition cette année, mais on aura d'autres rendez-vous transversaux et notamment sur la question sociale qui vient d'être indiquée par Marie-Christine, et vous aurez toutes les informations au fur et à mesure dans votre boîte mail et dans les différents documents qui restent disponibles pour vous en consultation sur la table, et vous pouvez repartir avec notamment les petits cahiers PopSud. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup.